Alors, quand on parle de punition, Ève, on a toujours un peu l'impression d'être des mauvais parents aussi, ça c'est vrai, d'être trop dur, et c'est souvent pour ça qu'on n'a pas envie de punir, justement. Comment est-ce qu'on peut aider les parents à les déculpabiliser, en tout cas, si on ne donne pas de punition, bah, quand même à fixer des règles, et si on arrive à cette mesure de punition, justement, les déculpabiliser en disant c'est pas grave, c'est normal. Alors, comme tu le dis très bien Sandrine, c'est pas grave, c'est normal. Et alors j'ai envie de dire à ces parents qui culpabilisent qu'ils sont sur la bonne voie. Parce que lorsque je culpabilise, c'est peut-être que j'ai déjà pris conscience des effets négatifs de la punition. Et je pense qu'on a fait déjà la moitié du travail. Alors pourquoi est-ce qu'on culpabilise? En général, c'est parce que la punition, c'est comme un ordre. Dit sur un ton très souvent irrespectueux, pas tout à fait bienveillant, et bien souvent la punition est assortie d'humiliation, de châtiment corporel. C'est vrai que tu as raison, souvent on prend en fait notre enfant sur un fait qu'il vient faire, et puis on est forcément très énervé, donc on a tendance à réagir de suite, c'est pas évident. C'est un peu impulsif quand même. Oui, tout à fait, c'est impulsif, et puis l'enfant d'aujourd'hui n'est pas l'enfant d'hier. C'est-à-dire qu'un enfant aujourd'hui n'est pas soumis à l'autorité comme les enfants d'hier pouvaient l'être. Donc, en général, la punition va venir provoquer chez l'enfant des attitudes exacerbées et parfois même des douleurs. Et lorsque je vois mon enfant avoir mal, en général, j'ai mal. Et ça va venir générer effectivement chez moi une culpabilité. Alors souvent, les parents qui ne savent pas trop, qui ne connaissent pas d'autres alternatives à la punition, vont osciller en fait en général entre une éducation permissive et une éducation autoritaire. Donc lorsque je vais appliquer une éducation autoritaire, je vais être un peu un parent tyran dans un contrôle excessif et ne me supportant plus à un moment donné de m'observer comme parent tyran, je vais donc partir de l'autre côté, c'est-à-dire dans le régime permissif, et puis là voyant mes enfants devenir de plus en plus exigeants, je vais rebasculer dans le régime punitif, dans le régime autoritaire. Et en général, cette bascule vient du fait, voilà, c'est ça, vient du fait que je ne connais pas autre chose en fait. Et c'est là que la discipline positive intervient. Hey. Voilà, donc la discipline positive va justement permettre une alternative au régime punitif et au régime permissif, c'est-à-dire ce fameux cadre à la fois ferme et bienveillant. Donc, comment ça va se traduire dans la punition? On va peut-être décider ensemble, parents et enfants, à des solutions bénéfiques, à des règles même bénéfiques à toute la famille, qui satisfassent tout le monde. On va orienter nos enfants vers une recherche de solutions, plutôt que les punir de leurs erreurs. Et si on a besoin de décider des choses seul, parce que ça arrive, on est parents, on est quand même la figure d'autorité à la maison, bien sûr, eh bien on va le faire, mais dans le respect. Et toujours dans cet équilibre fermeté-bienveillance. Ça me fait penser, tu sais, aux fameuses... je ne sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs dans les parcs. Tu sais, tu as les espèces de... Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, tout à fait, exactement. Punition, pas punition. Absolument. Punition, okay. Donc la question, c'est, on ne doit pas forcément... La question, en tout cas l'affirmation, c'est qu'on ne doit pas forcément punir du coup. Eh bien, voilà. Alors, est-ce que la punition est nécessaire? Bonjour Amandine. Désolée, hein, je coupe, mais je vois qu'Amandine est connectée. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Hein, on est là pour ça. Absolument. Donc on n'est pas obligé de punir. Alors, est-ce qu'on n'est pas obligé de punir? J'entends dans ta question, est-ce que la punition est nécessaire? Alors, tout dépend si on a envie que nos enfants deviennent des adultes responsables ou des adultes soumis. J'ai envie de te dire, tout dépend de notre objectif. Ok? Alors, simplement, la punition, est-ce qu'elle est nécessaire? C'est-à-dire, est-ce qu'elle marche? Oui, une punition va en général marcher sur le court terme, c'est-à-dire qu'elle va mettre immédiatement un terme à une situation qui est inadaptée, à un comportement de nos enfants qui est inadapté. Mais la vraie question à se poser, c'est quels sont les effets de la punition sur le long terme. Oui. Et tadam, je laisse la question en suspens, je ne vais pas y répondre maintenant. Alors, j'entends déjà des parents derrière leurs écrans se dire, oui, ok, mais alors si je punis pas, ça veut dire que je permets tout à mon enfant. C'est vrai, c'est ce qu'on pourrait penser. C'est ce qu'on pourrait penser, c'est ce que certains pensent et c'est légitime. Il ne s'agit absolument pas de ça. Et justement, la discipline positive propose des alternatives à cette punition. Et ce cadre à la fois ferme et bienveillant va encore une fois nous permettre de n'être ni trop permissif, ni trop punitif. Donc, les alternatives de la discipline positive à la punition ne vont pas du tout permettre à l'enfant de tout faire.
Encore heureux, parce que sinon, c'est foutu. Là. Bah oui, c'est foutu. C'est la catastrophe. On court à la catastrophe, en effet. Donc, qu'est-ce qu'on attend en fait de nos enfants quand on les punit? On attend qu'ils comprennent que ce qu'ils viennent de faire n'est pas bien. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, parce que justement, il y a peut-être la clé là-dedans. En Ouais. fait, on attend, on attend juste c'est pas qu'on attend, on se dit, ils auraient pas dû faire ça. Juste, on n'est pas jusqu'à ce raisonnement. Enfin, je crois en tout cas. Hein. En tout cas, pour ta part, Oui, bien peut-être sûr. que d'autres vont jusqu'à ce raisonnement, mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'identifier notre objectif. Si notre objectif, c'est de faire comprendre à l'enfant que son comportement à l'instant T n'est pas adapté, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire sans punir ? C'est aussi ça la question à se poser. Et alors du coup, je vais créer des opportunités d'apprentissage pour permettre à mon enfant de développer un sens des responsabilités et le respecter par la même occasion. C'est-à-dire, tu viens de faire une bêtise, ok ? Plutôt que de punir cette bêtise, qu'est-ce que tu peux en retirer comme enseignement ? Qu'est-ce que tu apprends de cette situation ? Et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que la prochaine fois, tu fasses mieux ? Oui. Et là, on est complètement dans une opportunité d'apprentissage. Oui, mais alors c'est marrant parce que elle a raison, Soledad, qui dit pour l'instant j'aimerais surtout ne pas me marrer quand ma fille fait une bêtise. On te suit ça. On a tous et toutes eu ça, c'est clair. Il y a des bêtises très rigolotes. Il y a des bêtises qui sont extrêmement rigolotes et c'est difficile de garder son sérieux. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a une solution miracle pour savoir comment je dois punir finalement mon enfant ? Est-ce qu'il y a une punition type ? Est-ce que je dois adapter justement, on a bien compris que finalement la punition, c'était pas l'issue forcément d'une bêtise qui a été commise, mais bon, en tout cas, est-ce que je dois adapter un comportement en fonction de la gravité de la bêtise ? Alors si effectivement elle est très drôle, on a envie de rire, mais parfois elle est vraiment difficile à voir, on se dit mais vraiment il faut faire quelque chose. Est-ce qu'il y a une punition type ? Est-ce qu'il y a un degré ? Est-ce que voilà. Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a quand même pas de bonne punition, sinon tout ce que je viens de dire avant n'aurait plus de sens. La punition n'aide pas notre enfant à développer encore une fois un sentiment d'appartenance, à développer un sentiment d'importance et n'aide pas le parent et l'enfant à connecter, à rester en lien. Et pourquoi je parle de connecter ? Parce qu'il est très important, et la discipline positive l'explique très bien, il est très important de connecter avant de pouvoir corriger. Qu'est-ce que ça veut dire connecter ? Eh bien, ça veut dire écouter mon enfant, valider ses émotions, lui poser des questions de curiosité. Alors, on va remplacer le pourquoi par le quoi. Le pourquoi qui implique qu'on va devoir se justifier et peut-être il y a un jugement un peu sous-jacent. Eh bien, on va poser des questions de curiosité, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a amené à ? Etc., etc. On va en fait centrer son attention sur notre enfant. Une fois qu'on aura déculpabilisé notre enfant et qu'on aura montré à notre enfant qu'on l'aime et qu'on est toujours là pour lui quand même, malgré son erreur, malgré sa bêtise, on va pouvoir la corriger. Et corriger dans le sens enseigner. Je vais enseigner à mon enfant le bon comportement à avoir dans telle ou telle circonstance. Donc connecter avant de corriger. Et j'entends une deuxième partie à ta question qui est est-ce que la punition doit être adaptée à la bêtise ? Alors, je ne vais encore une fois pas parler de punition, mais plutôt de conséquences. On va faire un bip à chaque fois que je veux dire punition. Voilà, c'est ça exactement. Ou alors, comme dans les sous-doués, passe le bac, tu vas avoir un okay, coup de poing qui va se... Merci pour le live. Non, mais je t'aime, Sandrine. Moi aussi, je t'aime, mais il faut me taper. Non, je ne veux pas te taper. Je vais te préserver. Bien sûr, tu as raison. Alors, simplement, donc moi, je vais vous parler plutôt de conséquences. Alors, il y a deux types de conséquences qu'on peut identifier. Les conséquences logiques et les conséquences naturelles. Alors, je vais commencer par le deuxième, les conséquences naturelles. En fait, c'est simplement le fait que l'adulte n'a pas besoin d'intervenir. Par exemple, mon enfant ne va pas réviser ses cours, eh bien, il risque d'avoir une mauvaise note. Donc la conséquence naturelle du fait qu'il ne va pas réviser ses cours, ça sera qu'il risque d'avoir une mauvaise note. Il va donc ici explorer les conséquences de son choix de ne pas avoir seul, de ne pas avoir étudié. Alors certes, je vous l'accorde, c'est très compliqué de voir son enfant se planter. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut quand même... Enfin, c'est toujours la même chose. C'est une question d'objectif. Est-ce que mon objectif, c'est de développer chez lui un sens de responsabilité, ou est-ce que c'est d'être dans un contrôle excessif qui va faire que je vais absolument veiller à ce qu'il fasse ses devoirs, mais voilà, qu'est-ce qui se passe derrière ? Quels sont les effets à long terme ? Et la conséquence logique, qui, elle, fait intervenir l'adulte dans la mesure où on va la décider ensemble, je dirais, pour chaque règle, pour chaque chose.
Et elle va pouvoir fonctionner à 4 conditions. Ah. La première, c'est qu'elle soit révélée à l'avance. Donc, s'il se passe telle chose, sachez, si vous faites telle chose, sachez qu'il se passera telle chose derrière. Donc, la conséquence est révélée à l'avance. Le deuxième point à respecter, c'est le fait qu'elle soit reliée à l'événement. Donc, c'est tout de suite. C'est en immédiat. lien. D'accord. En lien, pas forcément immédiate, mais en tous les cas, en lien avec l'événement. La troisième, c'est qu'elle soit respectueuse. Le troisième point à respecter, c'est qu'elle soit respectueuse. Et le quatrième, c'est qu'elle soit raisonnable, c'est-à-dire pas démesurée. Alors très concrètement, prenons un exemple, un enfant qui va mettre par terre son assiette pendant qu'il est en train de dîner. Eh bien, la conséquence logique, non, ça n'arrive jamais. La conséquence logique va être de lui faire nettoyer ce qu'il a sali. Est-ce que c'est relié à l'événement? Oui. Oui. Est-ce que c'est raisonnable? Bah oui. Ok. Est-ce que c'est respectueux? Oui, c'est respectueux. Ok. Imaginons qu'elle soit révélée à l'avance. Si, quand vous salirez quelque chose, eh bien, sachez que vous aurez à nettoyer ce que vous avez sali. Et là, j'ai respecté ces 4 points. Et la conséquence logique aura donc un effet positif sur mon enfant et va venir développer des choses très importantes, des qualités essentielles. Alors, on comprend évidemment, mais c'est vrai que bon, des fois, c'est pas si simple que ça. Je vais aller un peu plus loin et je prends l'exemple justement de Julie qui dit bonjour, alors j'ai essayé de ne pas punir mon enfant de 7 ans en me mettant à sa hauteur, lui expliquer ce que j'attends de lui et ce qu'il a fait était pas bien et il me dit ok, mais recommence toujours. Alors, juste pour aller dans le sens de Julie, c'est vrai que parfois, bon, ton enfant, imaginons, donc, jette son assiette, tu lui dis voilà, tu lui dis qu'il faut nettoyer, que c'est pas bien ce qu'il a fait, etc. Mais parfois, ça va plus loin parce qu'il tape une crise en disant bah non, il refuse de nettoyer et vraiment il tape sa crise. Ah Ok. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, d'abord, je tiens à dire quand même que tout ce qu'on évoque en discipline positive, notamment, tous ces outils vont fonctionner sur le long terme. Donc, l'idée, c'est de ne pas abandonner. Si on a une conviction, de ne pas abandonner parce que d'abord, vous n'êtes pas seul. Ouais. Et surtout, le fait que ça ne fonctionne pas une fois n'implique pas que ça ne fonctionnera jamais. Il faut aussi le temps à laisser l'apprentissage à l'enfant et puis faisons les choses par étapes. On vient de fixer, de faire ce travail ensemble. Attendons que ça fonctionne. C'est pas du jour au lendemain un coup de baguette magique. Ouais, bien sûr. Donc c'est un travail à long terme. Ce que tu disais, un enfant qui dit non, qui refuse de nettoyer ce qu'il a sali, ou alors qui refuse de faire toute autre chose, et qui, comme tu disais, tape une crise, eh bien c'est un enfant qui est en train de nous envoyer un message. C'est très important, j'en parlais l'autre fois lors de notre live. C'est-à-dire que quel que soit le comportement inapproprié, d'ailleurs, un enfant qui refuse de faire quelque chose, un enfant qui fait une crise de nerfs, c'est un enfant qui nous envoie un message. Mais pourquoi il ne peut pas juste prendre une petite lanterne et envoyer un signal rouge plutôt que de se taper une crise? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Sandrine, parce que ça peut tout à fait être un outil qu'on peut mettre en place en famille. Voilà, un signal, un signe, quelque chose qui montre, qui dit sans avoir à hurler ok, là je sens que je suis en train de me mettre en colère, ok, là il y a quelque chose qui va pas, signal d'alarme, ça peut être un panneau, ça peut être une lampe, ça peut être tout ce qu'on veut, vous soyez créatifs. En tous les cas, oui, ça peut être un outil, tout à fait. Alors, en tous les cas, ce qui est important dans le comportement inadapté de l'enfant, c'est d'essayer de comprendre quel est le besoin qui se cache derrière. Et de comprendre tout de suite. Et de le comprendre tout de suite, alors c'est pas toujours évident à décoder, mais en tous les cas, de centrer encore une fois son attention sur notre enfant. Et rappelez-vous ce que je viens de vous dire, connecter avant de corriger. Alors il y a Aude, Marilyn qui dit dur quand les conséquences naturelles ne conduisent pas à une remise en question, et comment déchiffrer ce message. Je crois que Ève, elle essaie de répondre dans l'immédiat. De toute façon, un enfant qui comme ça a un coup de colère ou qui fait une chose qui n'est pas conforme à ce qu'on attendrait, c'est un message. Et c'est un message. C'est un message. Et après, c'est vrai que c'est pas facile de le déchiffrer. Mais en tous les cas, moi j'invite les parents à avoir confiance en leurs ressources, parce que je pense que les plus grands experts de l'éducation des enfants, c'est quand même les parents eux-mêmes. Et que parfois on est effectivement un peu perdu. On ne sait pas comment agir sur le moment. Et j'invite encore une fois ces parents qui ne savent pas comment agir sur le moment, à ne pas agir sur le moment. C'est-à-dire que lorsqu'on ne sait pas faire sur le moment, il vaut mieux ne pas faire sur le moment. Et quelquefois, un temps de pause, et j'en ai aussi parlé la dernière fois, c'est-à-dire le fait
de se dire ok, là je me sens pas respectée par mon enfant, il y a quelque chose qui coince, je vais me respecter moi-même dans ces cas-là. Et comment je vais me respecter moi-même? Et bien peut-être je vais m'extraire de la pièce, je vais partir ailleurs parce que je n'accepte pas qu'il me traite de cette manière. Alors je vais lui dire je pars de cette pièce parce que je n'accepte pas que tu me traites de cette manière. Il faut pas hésiter à répéter. Absolument. Ouais, je comprends. Ça aide beaucoup. Bon, après, ce que je me disais finalement dans ce que tu dis, c'est que finalement on demande beaucoup à nos enfants et c'est normal, hein, on n'est pas là pour... Mais simplement, nous aussi parfois, on est en colère vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même. Et on a tendance à oublier qu'aussi parfois on peut être nous aussi un petit peu énervé, un petit peu frustré et on comprend pas toujours le message qu'il y a derrière. Donc Bien en sûr. fait c'est aussi se dire moi aussi j'ai des moments où je suis en colère, où je suis pas bien, etc. Et ça peut aider aussi à comprendre pourquoi son enfant ne l'est pas non plus. Absolument, ce que tu dis est très important, c'est-à-dire que il va falloir développer, si on veut en tous les cas sortir de ces régimes soit punitifs, soit permissifs. Il va falloir autant identifier les besoins de nos enfants qu'identifier nos propres besoins, les formuler. Ça aide beaucoup de formuler ses besoins. Bien et sûr. effectivement, lorsque nous, on est comme ça, c'est-à-dire on a les émotions au plafond, on est très en colère, on a besoin de calme, etc. Partir, encore une fois, est un outil que la discipline positive propose et l'éducation positive en général, sortir de cette pièce ou alors mettre en place encore une fois avec nos enfants dans le cadre qu'on va fixer ensemble, eh bien un outil qui va nous permettre effectivement de se sentir mieux pour pouvoir derrière reprendre ce qui s'est passé. Donc en fait c'est vraiment un comportement régulier qu'il faut avoir. Absolument, ouais, c'est régulier, mais après, encore une fois, c'est pas parce qu'à un moment donné on va soit démissionner, soit au contraire complètement partir dans un autoritarisme aigu, j'ai envie de dire, que ça va foutre en l'air notre éducation. Non, on peut travailler sur le long terme et puis une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume. Bah justement, c'est peut-être ce qu'on va répondre à Marlène qui lui dit elle est partie chez l'opticien tout à l'heure pour choisir des lunettes pour sa fille, avec son petit frère de 2 ans et demi. Alors déjà 2 ans et demi c'est un âge souvent aussi où il se révèle en tant que... Enfin je crois, je suis pas psy mais... en tant que petit individu, etc. Et donc, ils ont tendance justement à montrer leur caractère, leur comportement. Et donc, cette maman Marlène lui dit, je lui ai donné les consignes de regarder avec les yeux et de garder les mains sur son doudou afin qu'il ne touche pas à tout. Et il a forcément touché à tout. Alors, comment faire ? C'est pas facile, on ne peut pas non plus les tenir. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne peux pas détenir la clé de chacune des situations. Simplement, effectivement, mettre des mots sur les choses. Je pense que cette maman a tout à fait compris l'intérêt de mettre des mots sur les choses. Alors, ça ne veut pas dire que ça va toujours fonctionner, mais comme tu le disais, la répétition, ne pas lâcher, voilà, c'est vraiment tenir sa position quand on est certaine qu'elle est respectueuse et qu'elle est nécessaire. Eh bien, voilà, je te fais confiance. Mettre aussi son enfant en capacité, lui faire confiance, lui dire, je sais que tu peux ne pas toucher à tout ça. Et éventuellement l'orienter vers une recherche de solutions. C'est interdit de toucher à ses lunettes. Qu'est-ce que tu penses pouvoir faire pour t'aider à ne pas toucher à ses lunettes ? Justement, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai peut-être une astuce. C'est pas une astuce miracle, mais je l'ai en tout cas... expérimenté sur ma fille, c'est une petite souris, mais évidemment je suis maman, donc moi aussi je teste. Ce que je faisais souvent avec elle quand elle était plus petite, c'était justement d'instaurer des petits jeux quand on était comme ça un peu dehors et qu'il y avait des temps d'attente assez longs, dans les magasins ou à la poste ou autre, de chercher par exemple des couleurs. On jouait à trouve du rouge, et donc elle montrait du doigt le rouge. Là pour le cas c'était les lunettes rondes, et elle montrait, etc. Et même si c'est pas facile parce qu'il faut aussi être concentré évidemment sur autre chose, ça permet quand même à l'enfant de penser à autre chose, à s'occuper et occuper en fait sa tête plutôt qu'occuper justement ses gestuels, etc. Donc, et ça va même plus loin parce que dans ce que j'entends que tu dis, c'est aussi que tu décentres l'attention de ton enfant, tu la réorientes vers autre chose, tu utilises le jeu qui fonctionne en effet très très bien et tu fais appartenir ton enfant à cette situation. Lorsque je suis chez l'opticien pour moi et que d'un coup mon enfant je le mets de côté parce que là tout de suite je ne peux pas m'occuper de lui, alors d'abord ça peut être parlé, ça peut être dit, là je ne vais pas pouvoir m'occuper de toi mais je m'occuperai de toi dans 5 minutes, dans 10 minutes je serai disponible pour toi, il y a quelque chose de très rassurant.
Et aussi, le fait de faire un jeu avec lui, de lui confier une espèce de mission dans le jeu, c'est aussi le faire appartenir à cette situation, l'associer, l'investir. Et c'est très important pour qu'il puisse justement ne pas aller vers des comportements inappropriés qui sont ni plus ni moins des stratégies pour exprimer eh bien effectivement un sentiment de non-appartenance ou autre chose encore. Bien sûr. Pourquoi pas. Bon, et puis des fois aussi, il faut quand même le dire, quand vraiment ça devient difficile, et on l'a toutes et tous connu, on le répète, il n'y a pas de truc type, ça n'existe pas, le monde parfait. Parfois, quand on est parent, on a juste envie de lâcher aussi, parce qu'on est fatigué, parce qu'on en a marre des cris, des larmes, des crises de colère, etc. Alors là, je te donne un exemple d'un papa qui nous a dit sur l'application 0+0, je ne supporte plus d'entendre ma fille de 5 ans hurler dès que je fais autre chose que des pattes, les fameuses pattes. Ah, les pattes, ouais, ça marche bien les pattes. Ouais, ça marche bien. Heureusement qu'il en existe plein de formes, ça permet de varier un petit peu les repas. C'est sûr, et puis on peut faire des pattes vertes, etc. Bon. Mais en tout cas, je le comprends ce papa, c'est super dur de ne pas démissionner après sa journée de boulot ou même sa journée à la maison pour les mamans parce que c'est hyper fatigant. On a super envie de démissionner des fois, dire. Eh oui, alors j'invite tous les parents qui démissionnent parfois à déculpabiliser tout net. D'abord, comme tu le disais, on a tous nos limites et on a tous globalement les mêmes limites. La fatigue, l'énervement. On en parlait avant le live. On en parlait avant le live. On était toutes les deux les cernes au parterre, jusqu'au parterre. Donc, simplement, effectivement, on a tous des limites, on a des journées harassantes quand on travaille, et même quand on ne travaille pas d'ailleurs, on occupe nos journées, on est fatigué, etc. C'est une limite. On a parfois juste envie que ça s'arrête. Et c'est normal. Et on est tous, qu'on soit un fervent admirateur, un fervent pratiquant, j'ai envie de dire, de l'éducation positive ou non, ça ne change rien. On a tous les mêmes enfants et on a tous les mêmes limites parfois. Et puis, alors, je vais vous redire ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'un jour on va démissionner que cette situation, que nos enfants vont nous marcher dessus jusqu'à la fin de nos jours. Non. Voilà, ça peut arriver. Encore une fois, poser des mots peut vraiment aider. Alors, j'ai envie de donner quelques outils à ce papa. Oui. Ça serait pas mal. Et puis à tous les parents, qui pourront aider d'autres parents. Pourquoi ne pas investir votre fille dans la routine du repas, par exemple? Je vais lui demander de m'aider à poser la table, je vais lui demander de m'aider à préparer le repas, à cuisiner, de m'aider à débarrasser la table, etc., etc. Encore une fois là, je vais venir développer chez elle le sens des responsabilités. Je vais également la faire appartenir, la faire se sentir importante et j'ai toutes les chances que ça réussisse. C'est bien, enfin. Par exemple, il y a un autre outil intéressant qui peut être le choix limité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, on peut quand même donner un espace de liberté aussi dans le repas et dans toutes les règles d'ailleurs à nos enfants. Qui dit impliqué dans le choix des décisions, dans la prise de décision, dit que mon enfant risque de coopérer bien mieux ensuite. Donc un choix limité dans le repas, est-ce que tu veux manger plutôt des brocolis ou plutôt des haricots verts ? Mais c'est brocoli ou haricots verts, c'est pas brocoli ou pâtes. Alors ça peut être pâtes et brocoli ou haricots verts. C'est-à-dire que il faut de toute façon, si on tient à l'équilibre des repas, mais en tous les cas, peu importe, si on tient à l'équilibre des repas, et que c'est ça notre problème du fait que cette petite fille mange systématiquement des pâtes, eh bien alors on peut lui proposer des pâtes avec un légume, soit ça, soit ça. Donc quand je parle de choix limité, en fonction de l'âge des enfants, parce que si on ouvre le frigo et qu'on demande à notre enfant ce qu'il veut manger, à certains âges, surtout en bas âge, ça risque d'être compliqué pour lui de choisir. Donc, orienter vers un choix, mais un choix limité, permet à la fois de respecter cet espace de liberté de l'enfant, de l'impliquer dans son choix, et en même temps, de lui permettre de choisir, parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Et si après ça, cette petite fille refuse encore de manger autre chose que des pâtes, eh bien, il y a notre meilleur allié en discipline positive qui va être de faire interagir simultanément la fermeté et la bienveillance, encore une fois. C'est-à-dire, tu ne veux pas manger ton assiette, je constate alors que tu n'as plus faim, je suis sûre que tu sauras attendre jusqu'au prochain repas. Oui. Eh oui. Et alors du coup, ça paraît un petit peu fleur bleue, un petit peu oui, ok, d'accord, mais ça va pas marcher. Ça va peut-être pas marcher un jour, ça va peut-être pas marcher 2 jours, ni 3, ni 4, mais si vous tenez cette position et que là, vous êtes dans un cadre à la fois ferme et à la fois bienveillant, donc ferme parce que je respecte
mon monde à moi d'adulte, et bienveillant, je respecte aussi celui de mon enfant. Et bien ça a toutes les chances en tous les cas qu'à un moment donné, votre fille mange son assiette, même s'il n'y a pas que des pâtes dedans. Alors, Julie me fait rire, elle me dit comment faites-vous quand il trie dans son assiette? Le truc là, moi ce que je fais, c'est que je lui dis écoute, tu manges au moins 5 cuillères. Alors évidemment les cuillères au début elles sont pleines, puis au fur et à mesure elles sont de plus en plus petites. Mais bon, l'idée c'est voilà, c'est de l'inciter quand même à goûter. Mais en tout cas ça me fait bien rire. Voilà, mais alors, que ça reste un moment de plaisir. En mais tout oui, cas, voilà, c'est c'est cette ça, notion de plaisir qui est très importante. Alors Eve, tu nous donnes plein de bonnes astuces et ça c'est chouette. On va prendre un peu plus de cas pratiques encore. Là j'en ai un par exemple que tout le monde connaît. C'est mon enfant qui refuse de s'habiller. J'ai vu tout à l'heure une maman qui justement postait un commentaire, qui refuse de marcher pour aller à l'école. En réalité il dit non à tout. Ça arrive assez souvent. Est-ce que, évidemment il ne faut pas que je me mette en colère. Comment faire pour ne pas craquer? D'accord. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ouais, on a besoin de souffle. Hein. Zen attitude, c'est pas toujours simple, surtout quand il y a un timing à respecter. C'est quand même compliqué. On a 1 heure pour arriver à l'école. Si on est en retard, eh bien, on se fait virer de l'école. On doit garder notre enfant. C'est pas toujours possible, etc., etc. C'est difficile. Alors, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Un enfant qui refuse de faire quelque chose, c'est d'une manière ou d'une autre un comportement inadapté. Mais il est en train de nous envoyer un message. Un enfant qui refuse d'aller à l'école, par exemple, de marcher pour aller à l'école, j'ai 2 solutions. Soit je focalise sur le fait qu'il ne veuille pas avancer, soit je vais centrer mon attention sur le pourquoi il ne veut pas avancer, sur la cause. Et là, je vais investiguer un petit peu. Et je vais peut-être poser, comme je vous le disais tout à l'heure, connecter avant de corriger. Donc, je vais peut-être poser des questions de curiosité à mon enfant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une appréhension quelque part? Je vais essayer de voir ce qui se cache derrière le fait qu'il ne veuille pas avancer. Et très souvent, eh bien, en creusant un petit peu, en étant un peu curieux et respectueux, notre enfant va pouvoir nous dire « Eh bien, j'ai tel ou tel copain qui m'a embêté, la maîtresse m'a grondé parce que, etc. etc. » Et on va derrière récupérer eh bien, des informations et des problèmes auxquels notre enfant a été confronté. Et des choses qui peuvent être parfois très douloureuses et qui vont faire qu'il ne veut pas marcher pour aller à l'école. Et après, il y a aussi des choses toutes simples, hein, c'est-à-dire un enfant qui ne veut pas s'habiller, j'entendais dans ta question, enfin dans la question de cette maman, un enfant peut être aussi fatigué parfois. Alors aussi autonome qu'il puisse être et qu'il sache très bien s'habiller tout seul, eh bien peut-être que parfois on peut l'y aider quand même parce que la fatigue, eh bien c'est quelque chose de naturel, c'est humain. Et puis nous aussi adultes, on aimerait bien parfois se faire aider dans tout plein de tâches de notre quotidien. Alors on est adulte, on n'a pas le choix, mais un enfant peut encore, je pense, avoir ce choix-là et l'aider. Et ben ça va encore une fois, c'est pas parce que je vais l'aider 1 fois, 2 fois que ça va faire de lui un assisté. Voilà. Bon là je comprends aussi évidemment les parents qui disent voilà, pas toujours facile de respecter le timing, pas toujours facile de pas démissionner quand ton enfant n'a pas envie de goûter ou pas envie de faire la sieste, etc. L'idée c'est à chaque fois de prendre du recul. On sait que sur la situation présente, quand c'est difficile comme ça, on ne peut pas forcément prendre le temps de réfléchir, etc. Donc ça, je rejoins tous les parents. Mais c'est d'y réfléchir après coup pour que le lendemain, on puisse avoir essayer en tout cas d'avoir une position, un comportement qui est un peu plus adapté en fonction de la veille. Et puis, moi, ce que je fais, alors, ce qui marchait chez ma fille, c'est souvent, je lui disais, écoute... La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et oui, des bonnes références de films. Ah oui, voilà. Moi aussi, j'aimerais ne pas être obligée de me lever pour forcément aller travailler. J'aimerais regarder un film toute la journée, une série TV, etc. Mais voilà, il y a des règles aussi. Et c'est comme ça, c'est pas facile. Et des fois, ça l'aidait sur le moment à se dire, ok, il faut que j'y aille. Quand bien même, évidemment, il y a une énorme communication avec elle. Mais parfois aussi, c'est de les raisonner aussi, je crois, hein, en disant, voilà, on ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie. Il y a des choses, c'est comme ça aussi. Mais là, ce que tu fais en me disant tout ça, c'est que tu adaptes tout à fait cette posture à la fois ferme et bienveillante. C'est-à-dire que tu tiens au fait qu'effectivement, il y a des règles qu'on doit respecter. On doit aller à l'école tous les jours, c'est comme ça. Moi, je dois aller travailler, je ne peux pas te garder, c'est comme ça. Mais je le fais avec respect, dans la bienveillance. Je comprends, je valide tes émotions. Je comprends que là, tu es fatiguée. Je comprends que là, tu as une appréhension d'aller à l'école parce que on aura creusé derrière. Oh, ma pauvre. Oui, je suis désolée. Je commence à avoir une voix un petit peu éraillée. Oui, mais c'est vrai que de reprendre toujours son cas en disant, oui, moi j'ai beau être grand et c'est moi qui t'impose les règles,
Moi aussi j'en ai par ailleurs des règles et c'est comme ça, Bien sûr. c'est un peu la vie qui veut ça et heureusement d'ailleurs, sinon tout partirait en sucette, on partirait en pyjama le matin. Eh oui, mais cela dit, un enfant qui refuse de s'habiller, eh bien, si le fait qu'il refuse et que je ne peux pas non plus l'aider parce qu'il n'accepte pas mon aide, eh bien, le fait qu'il parte en pyjama à l'école, alors certes, ça peut être pour nous très humiliant, mais pour lui, pas forcément, et ça peut être une conséquence naturelle. Bien sûr. Ou alors, non, plutôt une conséquence logique, je dirais. Une conséquence logique, mais alors il faudra encore une fois qu'elle respecte les fameux 4 points dont on a parlé juste avant. Alors, on aborde la dernière problématique, le questionnement qu'on a aussi, c'est souvent en fait, pas souvent, mais ça arrive quand même dans les couples que ça soit toujours la même personne qui impose avec bienveillance ces fameuses règles. Ouais. Et ça peut être fatigant. C'est pas terrible, ça, c'est pas très très bon. C'est pénible pour la personne et c'est pas très bon. Ni pour l'enfant, ni pour la personne qui impose les règles. Oui, alors déjà, j'entends dans ta question imposer des règles. Alors c'est sûr que si on impose les règles, encore une fois, ça risque de ne... Ça c'est fait. Je suis désolée Sandrine, mais alors là, je comprends la difficulté. Par contre, si on élabore les règles ensemble, on risque déjà d'être un petit peu plus aidé par nos enfants. Alors, je dis toujours, et j'ai souvent ce genre de questions, je dis toujours qu'il vaut mieux qu'un parent pratique la discipline positive dans son quotidien que 0. Et c'est déjà ça de gagner. Et si on n'est pas en cohérence avec son conjoint, et ça arrive, et moi-même ça m'est arrivé dans les premiers temps, jusqu'à ce qu'effectivement il voit les bienfaits de la discipline positive dans notre quotidien et dans l'éducation de nos enfants pour qu'ils finissent par être convaincus et appliquer certaines choses et être en accord avec moi-même. On est passé par cette étape, mais de toute façon je suis certaine que le fait d'être au moins 1, c'est déjà bien mieux que d'être 0. Dans ce... Voilà. Alors, tu me parlais de... Oui, de toujours la même personne qui... De toujours la même personne et du fait de fixer les règles et de sanctionner. Oui. Est-ce que c'est bon ou est-ce que ce n'est pas bon dans l'absolu, je veux dire. Alors, j'ai envie de vous parler de quelque chose que la discipline positive explique très bien, enseigne très bien. C'est ce qu'on appelle les 4 R de la punition, c'est-à-dire les conséquences à long terme de la punition. Et ça risque de provoquer chez nos enfants 4 types de comportements. Le premier comportement, c'est la rancœur. D'accord. C'est-à-dire, je ne peux pas faire confiance en les adultes, je ne peux pas faire confiance en mes parents. Le deuxième, c'est un peu dur à entendre, mais oui, ce sont les 4 effets à long terme de la punition. Le deuxième comportement possible, c'est la revanche. La prochaine fois, c'est moi qui gagnerai. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Le troisième comportement, la troisième conséquence de la punition peut être la rébellion. Ok ? Je vais faire exactement le contraire de ce que vous me demandez. Et le quatrième comportement possible, c'est le retrait. Je ne vaux rien. Je crois que je ne vaux rien. Je parle de l'enfant. C'est dur, hein ? Ouais, bien sûr. C'est dur à entendre. Mais en attendant, on a tout l'éventail des possibilités, de ce que ça renvoie à l'enfant et de la décision de ce que l'enfant va décider de faire, de ressentir par rapport à l'adulte. Ok ? C'est très important aussi de comprendre que la punition, c'est quelque chose d'extérieur, c'est une évaluation extérieure de la circonstance. Je suis, moi, adulte, le seul, c'est ce que j'entendais dans ta question, le seul qui fixe les règles, le seul qui sanctionne. Donc je suis dans ce fameux contrôle excessif. Quand je suis là, ok, ça va peut-être fonctionner encore une fois dans le court terme, mais quand je disparais, quand je ne suis plus là, est-ce que très sincèrement vous croyez que vos enfants vont pouvoir se débrouiller tout seuls ? Est-ce qu'ils vont prendre la mesure de la responsabilité face à leur comportement ? Je n'en suis pas sûre. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Et alors ce qui est très, très intéressant, je trouve, c'est que souvent, ce sont les parents les plus autoritaires qui sont dans ce fameux contrôle excessif, qui se plaignent de l'irresponsabilité de leurs enfants. Et ce dont ils n'ont pas conscience, c'est qu'en fait, ils la suscitent, cette irresponsabilité. C'est un peu le chien qui se mord la queue. Oui, je comprends. Alors, quid des familles monoparentales ? Parce que c'est difficile. Quand on est seul, évidemment, on fait tous les rôles, toutes les casquettes. Alors, je ne crois pas que... Ouais. Je ne crois pas qu'on demande à un parent qui est seul d'endosser l'ensemble des casquettes éducatives, bien sûr. Ouais, on se met la pression très certainement. Comme je le disais tout à l'heure sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul des deux parents qui propose
qui mettent en pratique ces outils de discipline positive ou d'éducation positive en général, le fait qu'on soit seul, c'est toujours mieux qu'on soit zéro, de toute façon. Et c'est tout à fait possible d'utiliser ces mêmes outils dont on a parlé là, dont on a parlé autrefois, enfin dans le dernier live, et dont on parlera dans les prochains. C'est tout à fait possible de les appliquer seul, et ça aura de toute façon la conséquence évidente du développement de tout un tas de qualités essentielles qu'on souhaite à nos enfants, qui sont, comme je te le disais, le sens des responsabilités, l'autorégulation, etc., etc., etc. Eve, tu nous as donné beaucoup de... Ah ben moi non, c'est moi. Décidément, beaucoup d'astuces et de conseils. Dès qu'on va vous on a énormément de commentaires et on est super heureux. On aimerait bien répondre à tous les cas, mais c'est compliqué. Mais moi, je vais quand même répondre à pas mal de cas. Donc un grand merci. Je vois effectivement on parle des grands-parents, etc. Il y aura d'autres sujets qu'on va aborder. Suivez-nous surtout, partagez la page Facebook. On arrive à plus de 43 000 maintenant. Waouh, bravo. Et n'hésitez pas à vous poser vos questions dans l'appli 0+0, application mobile gratuite, je le répète. Voilà, et on est super heureux de pouvoir rendre service. Merci encore, Eve. Merci à toi, Sandrine, et merci à vous pour votre écoute. Tu as réussi à tenir. Ouais, je suis contente. À bientôt les parents. À bientôt.